Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. Vous l'avez peut-être manqué, voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. On ouvre ce journal avec un chiffre qui interpelle. Depuis ce lundi, les femmes travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année. En cause, un écart salarial de 14,2% par rapport aux hommes à temps de travail égal, selon l'INSEE. Une réalité silencieuse bien ancrée dans notre société et que beaucoup ont encore du mal à comprendre. Les précisions de Dorian Cayouela. Dans un monde juste, les femmes seraient payées comme les hommes. Mais la réalité est tout autre. À partir d'aujourd'hui, et symboliquement jusqu'au 31 décembre, les femmes en France travaillent gratuitement. La raison est simple, implacable, les inégalités salariales ne reculent pas. Il y a déjà plusieurs années qu'il y a une inégalité qui s'est faite au niveau des salaires hommes-femmes. Pour le même travail, le même poste, les mêmes nombres d'heures. Des fois même les femmes effectuent plus d'heures que les hommes pour le même salaire. Donc voilà, il est temps de faire régner cette égalité et que les hommes et les femmes soient égaux. Concrètement, pour atteindre le même salaire annuel, les femmes devraient travailler 35 jours de plus. Des chiffres qui témoignent d'une réalité persistante, l'égalité salariale n'est toujours pas acquise. Là-dessus, il y a de vraies problématiques qui se posent, surtout quand ce sont les femmes seules, surtout quand elles ont les charges, qu'elles font les mêmes fonctions, qu'elles ont aussi la charge de la famille, puisqu'on rappelle qu'en Martinique, nous avons une grande quantité de familles monoparentales et que généralement, ce sont les femmes, à près de 90%, qui sont à la tête de ces familles-là. Donc c'est vrai que c'est un manque à gagner, que c'est une inégalité terrible. Déjà qu'en Martinique, le salaire n'est pas forcément le même. Alors si en plus on enlève dans le salaire des femmes, ça fait qu'on les conduit, c'est une forme de paupérisation, un risque de vulnérabilité, de précarité et une mise en danger de toute une famille. Entre 2016 et aujourd'hui, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'est légèrement réduit, passant de 15,1 à 14,2%. À ce rythme-là, on atteindra l'égalité en 2167, alerte les Glorieuses. Cette question nous interpelle parce que précisément c'est pour nous une injustice institutionnelle, parce que les lois existent pour que l'égalité soit réelle, mais dans la réalité, nous savons bien que les femmes sont majoritairement dans les secteurs des secteurs qui ne sont pas valorisés. Elles sont majoritaires dans le temps partiel. Les inégalités ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Reste à voir si la société choisira de les regarder ou de les corriger, parce que l'égalité, elle, n'attend plus. Et dans un tout autre registre, un dossier qui fait encore cette semaine la une de l'actualité, le SMTVD. Malgré la reprise du travail, les agents haussent le ton. Dans un communiqué, ils accusent le président de la structure d'avoir tenu des propos injustifiés dans la presse. Ils dénoncent aussi l'abandon progressif de certaines missions, alors que les sites de stockage arrivent à saturation. Les précisions recueillies par Dorian Cayouela. Au niveau de la médiation, on ne s'est pas encore retrouvé face à la direction afin de négocier nos revendications. Ils ont une volonté de ne pas vouloir faire avancer les choses. Ils font courir plein de bruit, comme quoi on ne va pas nous payer les jours de grève, comme quoi le président se permet de passer sur la presse pour dire que nous sommes des voyous, nous sommes ceci, cela. Non, ce n'est pas vrai du tout. Au lieu de dire des choses qui ne sont pas vérifiées par ce monsieur, qui a tenu des propos, à mon avis, sans sens, il faut dire aux Martiniquais pourquoi la Martinique est aussi sale, pourquoi l'île aux fleurs est transformée en île aux ordures. C'est ça qu'il faut dire au peuple martiniquais. Il faut dire au peuple martiniquais aussi que tout ce qui se passe au SMTVD ont échoué. Parce que le SMTVD devait être l'outil pour trier, nettoyer la Martinique, pour aider à ce qu'on retrouve cette gaieté de la vie ici. Donc c'est ça qu'on a voulu, on veut entendre des décideurs, des politiciens qui disent du n'importe quoi et faire comprendre au peuple martiniquais. Ah mais c'est pas une grève, la grève n'est pas fondée, ils m'ont demandé d'embaucher leurs femmes et puis leurs enfants et puis les filles et puis les cousins. Ce n'est pas vrai. On ne fait pas grève pour d'embaucher des gens. On fait grève parce qu'il y a une situation intolérable. Et aujourd'hui, le peuple martiniquais a constaté cela. On n'apprend rien au peuple martiniquais. La Martinique est sale et la Martinique est trop sale. C'est à cause des politiciens. Et toujours ce lundi, une arrivée qui n'est pas passée inaperçue. Les 30 candidates à l'élection Miss France 2026 ont posé leurs valises chez nous, en Martinique. Les prétendantes ont été mises dans l'ambiance directement sur le tarmac, avec un accueil en musique, avant de rejoindre un comité d'accueil dans le hall de l'aéroport. Les 30 jeunes femmes ont débuté cette semaine leur séjour de préparation au grand jour. Louis Sabas y était également.
Accueil empreint de tradition avec le Grand Ballet de Martinique pour la trentaine de Miss régionales, toutes candidates au titre de Miss France. Moment de fête à même le tarmac de l'aéroport pour ces reines de beauté. Moi qui suis danseuse, j'ai beaucoup apprécié ce moment de festif, de musique, d'amour. Et ça va tout droit dans le cœur. Incroyable, incroyable. On a été super bien accueillis, en plus il fait chaud, ça change de chez nous. Ça fait du bien honnêtement. Ouais. Voilà, il y a eu des danseuses exceptionnelles, ça fait vraiment plaisir. C'est une région que je ne connais absolument pas. C'est vrai que c'est un idéal de beauté, donc je suis très très heureuse d'être là. On est très contents d'arriver chez Léaline et chez Angélique et on vous fait des gros bisous de Nouvelle-Calédonie en tout cas. Ce sera vraiment de la préparation, ça va s'intensifier un petit peu, mais on va pouvoir quand même relâcher la pression avec les activités qui nous seront proposées, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Accueil chaleureux pour un séjour d'une semaine de découverte et de travail. Mais c'est aussi un moment chargé d'émotions pour Miss France, fière de voir les prétendantes au titre fouler sa terre natale. J'ai fait quasiment toutes leurs élections, il y en a juste 4 que je n'ai pas fait. Mais je les ai toutes vues évoluer, je les ai vues entre guillemets grandir et là je les vois ici et ça me rend encore plus fière. Et je suis fière du travail accompli parce que je sais que pour les équipes et pour la région Martinique, ça n'a pas été une mince affaire de faire ce voyage qui paraît minime mais qui finalement est colossal. Et la ferveur continue jusque dans le hall de l'aéroport avec un avant-goût carnavalesque. Le public, lui, est conquis par la prestance et le naturel des Miss. Déjà, il y a une Miss Martinique et puis c'est merveilleux là de voir tout ce monde. Je suis bien contente. On est content et bienvenue à toutes les Miss pour cette super élection et bonne préparation à elles. Cette fête est le prélude d'une semaine de préparation entre découverte de l'île et masterclass pour apprendre à se maquiller, défiler ou s'exprimer en public. Il sera aussi question de cohésion, car à la fin de l'aventure Miss France, il ne devra en rester qu'une. Ce sera le 6 décembre prochain au Zénith d'Amiens. L'actualité de mardi était marquée par un temps de mémoire et de transmission. À Fort-de-France, la jeunesse était au cœur des hommages rendus pour l'armistice du 11 novembre. Une commémoration qui rappelle la défaite de l'Allemagne en 1918, la fin de la Première Guerre mondiale et surtout que l'oubli ne doit jamais être d'actualité. Un reportage signé Dorian Cayouela. Derrière chaque nom gravé sur les monuments, une histoire, un sacrifice. À Fort-de-France, la commémoration du 11 novembre ravive la flamme du souvenir et rappelle l'importance de ne jamais oublier. Mais transmettre l'histoire aux jeunes générations peut sûrement créer des vocations. Célébrer l'armistice sur la place des Hollandais avec l'équipe des cadets de la gendarmerie de Martinique. C'est quelque chose qu'on ne vit pas tout le temps, premièrement. Et pour moi, c'est très symbolique. Parce que j'ai de la famille aussi qui sont dans l'armée, donc ça me tient à cœur. Je compte m'engager plus tard aussi. Une symbolique pour la jeunesse qui est bien empreinte. Les jeunes présents ce matin ont tous un point commun, la transmission. Par rapport à la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est pour commémorer tous les morts, nos aînés. Et c'est une fête en l'honneur de tous ceux qui ont été là pour nous aider pendant la guerre. C'est une journée exceptionnelle, c'est pas une journée de tous les jours. On ne peut pas avoir ça tout le temps, et puis c'est une découverte pour tous. Une symbolique forte pour la jeunesse, touchée par la solennité de l'hommage. Pour les anciens combattants, c'est chaque année un moment de mémoire entre fierté et douleur pour ne pas oublier les horreurs du passé. C'est soit le 14 juillet, le 11 novembre. Ça me permet de remémorer certains souvenirs. Et aussi, c'est une occasion de revoir des anciens camarades, des anciens combattants avec qui j'ai toujours partagé de très bons moments. De voir de venir ici en tant qu'ancien combattant, parce que ce que j'ai vécu en Algérie, je vous dis sincèrement, quand je suis arrivé en Algérie, tout ce que j'ai vu, je me suis dit je ne revivrai pas. Effectivement, nous sommes partis à peu près 150 camarades, il y a peut-être 70 qui sont revenus. Une cérémonie chargée d'émotions où chaque regard vers les anciens combattants résonne comme un merci. Leur courage, leur sacrifice et leurs souvenirs demeurent les piliers de notre mémoire collective. Et toujours ce mardi, direction la mer avec un dossier à la une depuis plusieurs semaines, celui du transport maritime. Les associations d'usagers poursuivent leurs actions face aux difficultés du réseau géré par Blue Lines. Une décision de justice inédite a condamné le délégataire à reprendre pleinement son service public.
L'entreprise a fait appel. Le délibéré est attendu le 9 décembre prochain. Les usagers, de leur côté, saluent une avancée puisque la flotte devrait passer de 3 à 7 bateaux dans les prochaines semaines, même si ce calendrier semble difficile à tenir. Serge Sainte-Rose, représentant des usagers, s'exprime à notre micro. Le 20 octobre, devant le président de la Cour d'appel, je suis autorisé par mes avocats d'en parler. Un calendrier de remise en fonction de ces bateaux a été remis. Et il était prévu que de la semaine du 10, là, on est la semaine du 10 novembre, que 2 bateaux allaient être mis en rotation, en service, ce qui amènerait 5 bateaux sur les dessertes. Et que le 24 novembre, 2 autres bateaux supplémentaires, donc 7 bateaux, allaient être mis en fonction. Aujourd'hui, je considère et je suis très surpris, comment on peut remettre un tel calendrier à l'appui de l'appel, permettant de dire que nous allons exécuter cette délégation en mettant les 7 bateaux attendus d'ici le 24 novembre, et aujourd'hui, réaliser que on n'a pas de bateau, on n'a pas le compte admis. Donc ça veut dire que le compte prévu. Donc ça veut dire que en réalité, on gagne du temps. Je suis très surpris parce que c'est un acte grave, hein, je le dis, hein, d'avoir remis une telle pièce d'un calendrier dans les conclusions pour permettre au juge de prendre sa décision. Le rendu est prévu le 9 décembre. Hein, donc ça veut dire que le juge s'appuie sur cette disposition, enfin cette promesse, cet engagement. Et non, c'était pas un calendrier prévisionnel, c'est un calendrier ferme qui dit que bon voilà, d'ici le 24 novembre, tout va entrer en ordre. Au 9 décembre, et je pense que le tribunal devra en tenir compte parce que aujourd'hui, il y a tromperie. Il y a tromperie de la justice, mais il y a tromperie surtout également des usagers. On passe maintenant à une actualité nationale qui a fait réagir jusque chez nous, la réforme des retraites. Mercredi matin, l'Assemblée nationale a voté la suspension de la réforme. Les députés se sont exprimés sur la suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale après la promesse de Sébastien Lecornu de geler le texte pour éviter une censure au Parlement. Une décision qui divise. Certains syndicats s'en félicitent, d'autres réclament désormais l'abrogation pure et simple de la réforme. Dorian Caillou est là, a cherché à connaître votre avis. Ce n'est qu'une suspension, ce n'est pas une abrogation. Donc, cette petite leurre peut-être pour permettre. C'est peut-être que l'heure. Il n'est pas certain que ça ne repasse pas, même en janvier. C'est pas mauvais parce qu'en fait, moi, je compte bien partir. Mon sentiment est que ça apporte un apaisement. C'est bon que ça apporte un apaisement. Mais tout le monde ne prendra pas sa retraite à 63 ans, sauf à accepter de ne pas avoir une retraite à trop peu. Regardez, comme j'ai commencé à travailler pas trop tôt, alors j'attends de faire mes démarches pour savoir à peu près jusqu'à combien ça va aller. J'ai déjà beaucoup travaillé, je trouve que j'ai déjà beaucoup travaillé, donc c'est difficile pour moi, vous vous rendez compte ? Vu le métier que je fais, c'est un métier assez difficile. Je suis auxiliaire de vie. Donc, rouler sur la route jusqu'à 70 ans, ça devient compliqué là pour moi. Et toujours ce mercredi, place maintenant à une prise de parole rare et très attendue. Le président du groupe Parfait a réagi pour la première fois face caméra à la sanction de l'autorité de la concurrence. L'institution lui a infligé une amende de 7,6 millions d'euros pour ne pas avoir respecté plusieurs engagements dans le dossier du centre commercial La Batelière. Les précisions de Robert Parfait, interrogé par notre rédaction. En décembre 2022, soit pratiquement 2 ans après, on nous a dit que nous ne pouvions pas, on nous a confirmé que nous ne pouvions pas exploiter et qu'il fallait vendre l'hypermarché. Dans les 9 mois, nous avons commencé à discuter avec un premier repreneur. Entre-temps, nous avions déjà déposé un permis de construire, nous avions fait des travaux. Le repreneur nous a dit « Arrêtez-moi, je vais le faire à ma manière ». Donc nous avons arrêté à ce moment-là. Entre-temps, nous n'avons pas pu négocier dans le temps défini.
En décembre 2023, nous sommes retrouvés dans une situation où finalement, avec le repreneur potentiel, nous avons arrêté la discussion parce que nous avions déjà dépassé les délais et que nous voulions conclure rapidement. Nous avons cherché d'autres repreneurs. Il y en a eu qui n'ont pas été acceptés par les banques. Il y en a d'autres, leur enseigne n'était pas assez forte. Finalement, nous avions trouvé un groupe local, pour ne pas le nommer. Il était prêt à prendre. Puis sont survenus les événements de septembre. Le repreneur nous a dit, dans cette situation, il ne voulait pas. Après le retrait du repreneur qui devait prendre suite aux événements de 2024, nous avons finalement trouvé le même personne avec qui nous discutions en 2023 qui est revenu et nous avons pu conclure l'affaire en septembre 2024. Aujourd'hui, vous avez vendu complètement le centre commercial La Batelière. Nous avons vendu le centre commercial La Batelière et l'hypermarché et l'immobilier. Donc on nous a appliqué la peine maximale et nous irons donc devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir un abandon de cette cause. Sur un ton plus léger, c'est une actualité qui marque chaque fin d'année. Le mois de novembre, à peine entamé, les premiers achats de Noël ont déjà commencé. Décorations, jouets pour enfants, les familles s'organisent pour préparer les fêtes dans les meilleures conditions. Mais est-ce vraiment avantageux de s'y prendre tôt? Les prix baissent-ils réellement? Y a-t-il plus de choix? Notre rédaction a mené l'enquête dans ce reportage. Guirlandes scintillantes, boules de Noël étincelantes, décorations de table soigneusement disposées. Dans les rayons, tout évoque déjà les fêtes. Et pourtant, le calendrier n'affiche qu'un 12 novembre. À plus d'un mois de Noël, les magasins ont pris une longueur d'avance. Il y a quand même pas mal de clients qui viennent en amont parce qu'ils savent que il y a beaucoup de choses qui vont partir très vite. Et après, il y a toujours les retardataires qui arrivent à la dernière minute pour la déco. Pour faire de belles tables, quelques décorations pour la maison, en fait. Et on a quelques décorations aussi lumineuses, des guirlandes lumineuses aussi. Et les clients attendaient depuis un bon moment déjà même à la période de Toussaint, ils demandaient déjà les décorations de Noël. Une impatience qui se fait remarquer également du côté des clients. Ils sont déjà quelques-uns à arpenter les allées de ce magasin de jouets pour enfants. Mais les motivations, par contre, sont plus financières. S'y prendre tôt pour éviter de payer plein pot. Je dirais surtout pour trouver les endroits où il y a les prix les plus bas, les meilleurs prix. Je dirais que ça fait déjà un mois, 2 mois qu'on regarde quand même. On regarde aussi pas mal sur Internet. Et puis les enfants ont fait des listes. On est un petit peu en train de regarder comment on va pouvoir acheter tout ça, Oui, moi je commence assez tôt pour étaler, parce que c'est comme tout, le budget, pour que ça fasse pas un gros budget en fin d'année. Puis j'aime bien faire un lâcher d'enfants dans le magasin. Ça me permet de repérer sur place ce qu'ils ont envie et discrètement de prendre en photo ou de le noter. Noter discrètement les idées cadeaux pour mieux préparer la venue du Père Noël. Pour ce chef de famille, la surprise a été soigneusement choisie. Je vais de sortir acheter un petit présent pour ma petite fille qui vient de naître il y a à peine 2 jours, on va dire ça comme ça. Il y a ça, il y a encore le cadeau de Noël. Et vous avez prévu d'acheter d'autres cadeaux après? Mais on n'aura pas le choix. Il n'y a pas qu'elle, je ne vous dis même pas le nom, puisque c'est la nouvelle, comme si je peux dire ça, recrue de la famille, la toute dernière, qu'on aime déjà, et puis qu'on fait de gros bisous à la maman et au papa. Faire plaisir à toute la famille et se débarrasser de ses achats. Dans cette autre enseigne de jouets pour enfants, nous rencontrons Caroline, qui n'est pas venue acheter de cadeaux, mais son fils en a décidé autrement. Je suis à court de ce qu'il voulait. Super Mario. Il veut le Super Mario. Donc du coup, on essaye de voir qui peut prendre quelque chose d'intéressant. Prendre de l'avance et ainsi trouver tous les produits souhaités. Mais quelles sont les stars de cette année? Nous avons posé la question dans cette enseigne. La gamme Diddle, Stitch. Et pour les garçons, on va dire les voitures télécommandées, les motos, etc. Les drones également, les tout privés Blade, il y a pas mal de choses. Des jouets qui partent vite, mais à quel prix? L'enseigne assure que quelle que soit la période, les prix ne bougent pas, mais les remises peuvent varier. Non, cette période-là, non, ça bouge pas. C'est juste des réductions et les prix restent les mêmes. On encourage vos clients à prendre de l'avance sur les cadeaux parce qu'en décembre,
Nous, on n'a plus rien, hein. Même au niveau des prix, des réductions, etc. Pour les porteurs de carte fidélité sur le catalogue, vous avez des réductions en plus, donc des moins 5 €, moins 10 €, parfois moins même 100 €. Donc franchement, c'est avantageux. Anticiper, c'est l'une des stratégies des acheteurs de Noël. Moins de stress, plus de choix et parfois même quelques économies. Et pour les retardataires, pas de panique, la magie des fêtes ne fait que commencer. Revenons à présent sur un procès qui secoue la cour d'assises. Jeudi avait lieu le deuxième jour d'audience pour un homme accusé de tentative de meurtre sur son ex-compagne, un féminicide présumé. La journée a été marquée par l'analyse psychologique et caractérielle de l'accusé. L'association Culture Égalité s'est également portée partie civile dans ce procès. Reportage. Il lui aurait tiré une balle dans la tête et elle a survécu. 5 ans après les faits, un homme originaire de Sainte-Lucie, comparé aux assises pour répondre de ses actes. Accusé de tentative de meurtre sur sa compagne, l'individu ne parlant qu'anglais est assisté d'un traducteur dans une salle presque vide. Ce matin, les juges analysent le côté psychologique de l'accusé, avec notamment l'intervention de spécialistes. Il est indiqué que ce Sainte-Lucien manifeste une nécessité de contrôle des situations ou encore une empathie très faible. Une analyse que l'avocate de la partie civile approuve. Il est question d'emprise, il est question de psychorigidité de la part de l'accusé, de son incapacité à remettre en question ses actes, de sa posture qui consiste finalement à considérer que la violence qu'il a fait subir à la victime est tout à fait normale. On parle de projection, on est vraiment au cœur des violences faites aux femmes et c'est une explication précise et détaillée de ce qui peut conduire à un féminicide. Selon les premiers éléments, l'homme n'aurait pas approuvé des échanges que sa conjointe avait avec un autre homme. Il lui aurait d'ailleurs demandé de bloquer le numéro de téléphone, ce qu'elle aurait refusé. L'accusé est sollicité à un moment donné et répond à plusieurs questions par la négation. Non, il n'est pas violent, non, il n'est pas jaloux, non, il n'est pas rigide. Ça veut dire que 5 ans après les faits, il n'a pas commencé à élaborer en fait une réflexion autour des actes qu'il a posés, ce qui revient en fait à les banaliser et à nier encore une fois à la victime son statut de victime. À noter que l'association Culture Égalité s'est portée partie civile dans cette affaire et soutient la victime durant tout le procès. L'audience reprendra dès demain matin. Toujours jeudi, direction maintenant la politique locale avec un dossier attendu, la plénière de la CTM sur les orientations budgétaires 2026. Un grand sujet qui a finalement été évoqué vendredi en détail. Mais que contient réellement ce rapport et quelles sont les orientations de la collectivité pour l'année prochaine? Élément de réponse avec Sandrine Claude. Une activité économique locale fragile, une démographie qui pèse lourd et des marges financières qui se réduisent. Le contexte donne le ton de la feuille de route 2026-2028 pour les finances de la CTM. 3 axes majeurs se dégagent dans la stratégie financière prévue. Une maîtrise des dépenses de fonctionnement, la préservation de l'épargne brute pour éviter un endettement excessif, ainsi que la poursuite de l'investissement dans les secteurs prioritaires. Premier poste budgétaire, le social. Plus de 420 millions d'euros sont annoncés pour l'aide à l'autonomie, l'enfance et l'insertion. La dette de la CTM s'élève à 982,7 millions d'euros. Elle serait maîtrisée selon la collectivité. Pour faire des économies à court terme, elle entend réaménager ses emprunts avec comme objectif visé une économie moyenne de 11 millions d'euros chaque année. Quant aux recettes, la collectivité reste pour l'heure prudente sur les projections. Le projet de loi de finances 2026 sera déterminant pour en évaluer les contours. La CTM compte aussi sur ses recettes fiscales. L'octroi de mer qui sera en augmentation par rapport à 2025, les cartes grises, les droits de mutation ainsi que les fonds européens. Pour l'exercice 2026, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever à près de 998 millions d'euros. Elles pourraient atteindre le milliard dès 2027. Niveau investissement, c'est une enveloppe annuelle de 280 millions d'euros qui devrait être injectée. Pour la CTM, 2026 ne devrait pas être l'année de l'abondance, mais celle de la gestion sous contrainte. Faire mieux avec moins.
Après la politique, place à un fait divers violent qui a choqué la Martinique cette semaine. Mardi, vers 22h, 3 hommes armés ont surgi au bar-snack Le Fablicius à Sainte-Luce, arrachant sacs et bijoux aux clients présents devant les yeux des enfants attablés, dont un bébé. Le reportage de Dorian Caillou est là. Mardi soir, vers 22h à Sainte-Luce, 3 hommes armés ont braqué les clients du snack Fablicius. Un acte choquant qui a visiblement bouleversé la gérante. Cette dernière peine encore à comprendre comment les faits se sont déroulés aussi rapidement. Ça a été très vite. Moi, j'étais dans mon bar, donc je servais 3 clients. Et j'ai eu mon regard vers la mère, donc il y avait mon neveu avec la famille qui était en train de discuter. J'ai vu un jeune homme qui comme tirait ses locks, donc moi, j'ai pas compris tout de suite. Donc comme il y avait tout un groupe devant le bar, donc j'ai eu le temps de crier, de dire qu'il y a un souci, levez-vous, il y a un souci. Et le temps que tout le monde se lève, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un braquage et qu'il y avait des armes. Les braqueurs ont dérobé environ 6 sacs, des bijoux en or, des papiers personnels et des clés de voiture. Selon les témoignages, ils ont agi à visage découvert sans se cacher des caméras de surveillance. Ce nouveau vol s'inscrit dans un contexte inquiétant où la montée des violences sur le territoire frappe durement la population, alimentant un sentiment général d'insécurité. C'est très dur. Pour ma petite fille, c'est très dur. Elle n'arrête pas de pleurer. On n'arrive pas à dormir. Ça, c'était la première fois que moi, on n'a jamais vécu ça à Sainte-Luce. Sainte-Luce, c'est une ville dynamique. On est ouvert à tout le monde. C'est comme si on reçoit les gens, les clients, comme si c'était notre famille, quoi. Donc pour une première à Sainte-Luce, ça fait mal. Un traumatisme que la gérante ne cache pas, mais elle préfère tourner la page. Dès le lendemain, elle a rouvert son commerce, décidée d'aller de l'avant malgré l'épreuve. Avant de terminer ce journal, passons à un sujet de santé qui nous concerne tous. Vendredi, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, l'Association française des diabétiques de Martinique a mis en lumière l'impact psychologique et émotionnel de cette maladie. C'est au Millénium aux Mornes Rouges que l'organisme a donné rendez-vous au public pour sensibiliser et informer. Un reportage signé Jean-Marc Carteron. Aux Mornes Rouges, la Journée mondiale du diabète rassemble depuis ce matin patients, familles et soignants. L'édition 2025 met l'accent sur la santé mentale, un volet souvent oublié. Derrière les contrôles et les traitements, chaque patient vit une bataille quotidienne faite de doutes et de fatigue. Une journée pour rappeler que le diabète ne se mesure pas seulement en grammes de sucre. Moi, j'ai bien accepté mon diabète, donc ça ne me pose pas de problème particulier. Je vis normalement, mais je fais très attention à mon alimentation. Il y a aussi la nouvelle alimentation qui n'est pas avec le sucre caché et tout ça. C'est la journée du diabète et que c'est le seul héritage que m'a laissé ma grand-mère. Donc je viens voir si je peux encore, pas bénéficier de cet héritage, mais s'il est toujours en vigueur, cet héritage-là. En Martinique, 34 000 personnes vivent avec un diabète. Le taux de prévalence grimpe à 11,6%. La maladie structure le quotidien. Elle fragilise aussi l'esprit. Anxiété, dépression, épuisement. Pour les soignants, cette détresse psychologique fait partie du tableau clinique, même si elle reste bien souvent invisible. L'annonce, c'est déjà quelque chose, quelle que soit la maladie. Les gens n'ont pas dit ça là, c'est un tremblement de terre. Et puis il y a toutes les projections que la personne va se faire. Et bien, quand nous a dit ici, la vie finie. Soit une maladie, la vie finie. Et pourtant, la vie, elle est vouée à se poursuivre. En tout cas, on considère qu'elle est vouée à se poursuivre. Et c'est pour ça que l'accompagnement sur le plan psychologique est important. À l'origine de ces actions, l'Association des diabétiques de Martinique défend un accompagnement global. Avec un message sans détour, la santé mentale doit faire partie du parcours de soins. Pour alléger la pression, l'association mise sur le soutien entre pairs, café diabète, ligne écoute, programme en ligne, ces espaces où la parole circule, se dépose et libère. Souvent, la personne diabétique ne veut pas se déplacer. Elle a peur d'en parler, elle a peur qu'on sache qu'elle est diabétique. Nous, ce qu'on propose, on ne fait pas pour ces personnes-là, mais on fait avec. Et nous accompagnons la famille. En faisant quoi? En leur proposant des ateliers, de sortir de la maison, surtout parce que vous savez, l'isolement, c'est quand même, c'est pas bien d'être isolé quand on a une pathologie. Donc il y a des groupes de parole, des entretiens avec des thérapeutes, la diététicienne et nous-mêmes aussi, patients experts, pour aider cette personne, lui dire, mais
Voilà, tu as une pathologie, mais il faut que tu saches que tu es une personne à part entière, tu es un être humain. Donc avant d'aller vers la pathologie, on va lui dire, on va s'occuper de la personne. Une façon de rappeler que derrière chaque glycémie, il y a surtout une personne. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouveau JT de la semaine. Et pour revivre tous nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.